Longtemps, le handicap a été pensé uniquement en termes de manque, de déficit, de limitation. Cette vision a contribué à invisibiliser des capacités entières, notamment la créativité. Aujourd'hui, la psychologie nous aide à voir les choses autrement. La créativité existe et se manifeste même et parfois surtout chez les personnes en situation de handicap. Commençons par définir le handicap. L'article 1 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées affirme: les personnes handicapées sont des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables, dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la vie en société sur la base de l'égalité avec les autres. Autrement dit, le handicap ne réside pas uniquement dans la personne, mais dans l'interaction entre ces différences et l'environnement. Il existe donc différents types de handicap: sensoriel, moteur, mental, psychique et cognitif. Pour mieux comprendre, comparons deux façons de penser le handicap. Le modèle médical considère le handicap comme un problème interne à la personne qu'il faudrait corriger ou normaliser. Cette vision peut renforcer la stigmatisation en donnant l'impression que la personne est défaillante. Le modèle social, au contraire, affirme que le handicap naît surtout d'une société inadaptée. La solution n'est donc pas de réparer la personne, mais de transformer l'environnement. Passons à la créativité. En psychologie, la créativité, c'est la capacité à produire quelque chose d'original et adapté au contexte. Une idée, un geste, une solution. L'un des modèles les plus classiques est celui de Graham Wallace, qui décrit la créativité comme un processus en 4 étapes. Préparation, rassembler et analyser consciemment des informations sur un problème. Incubation, laisser l'esprit travailler en arrière-plan pour faire émerger de nouvelles idées. Illumination, moment où une solution apparaît soudainement. Vérification, tester et affiner l'idée pour s'assurer qu'elle fonctionne. La créativité n'est donc pas magique, elle se construit. En plus, elle ne se manifeste pas de la même manière chez tout le monde. Le modèle des 4C de Kaufman et Beghetto distingue plusieurs niveaux. Mini-C, créativité personnelle et significative, basée sur des interprétations ou actions nouvelles dans l'apprentissage ou la résolution de problèmes. Little C, créativité quotidienne, visible dans la vie de tous les jours, comme inventer ou résoudre des problèmes pratiques. Pro C, créativité professionnelle, reconnue après formation et expérience dans un domaine spécifique. Big C, créativité éminente et transformative, ayant un impact profond et durable sur un domaine ou la société. Comment mesure-t-on la créativité ? Pour étudier la créativité, les psychologues utilisent plusieurs tests standardisés. On peut commencer par le Wallach and Kogan Creativity Test, publié par Michael Wallach et Nathan Kogan en 1965, dont The Modes of Thinking in Young Children. Ce test a été conçu pour mesurer la créativité chez les enfants et explorer comment la pensée créative se distingue de l'intelligence classique. Il comprend 5 sous-tests, 3 verbaux et 2 visuels. Test des instances, l'enfant génère autant d'exemples que possible pour un concept donné. Test des usages alternatifs, proposer différentes manières d'utiliser un objet courant, comme un journal ou une tasse. Test des similitudes, identifier ce que 2 objets différents ont en commun, par exemple une pomme de terre et une carotte. Test des significations des lignes, interpréter des lignes abstraites ou incomplètes pour créer des images ou des idées. Test des significations des motifs, transformer des motifs plus complexes ou répétitifs en idées créatives. Ensuite, il y a le Torrance Test of Creative Thinking, développé par Ellis Paul Torrance. C'est l'outil le plus utilisé pour évaluer la créativité chez enfants et adultes. Basé sur la pensée divergente, il mesure fluidité, flexibilité, originalité et élaboration. Le Torrance Test of Creative Thinking propose 2 formes, figurative et verbale. Dans la même logique de la pensée divergente, le Alternate Uses Test de Guilford, créé en 1967, mesure la créativité par la production d'usages multiples pour un objet commun, comme une brique ou un trombone. On évalue ensuite la fluidité, la flexibilité et l'originalité des idées produites. Un
autre outil, le Test for Creative Thinking Drawing Production, conçu par Jelen et Urban en 1986, se concentre sur la créativité graphique et cognitive. Le participant reçoit une feuille avec des éléments graphiques incomplets et doit produire un dessin original. Pour évaluer la créativité dans le corps et le mouvement, Torrance a développé en 1981 le Thinking Creatively in Action and Movement. Il invite les enfants à créer des mouvements originaux, à reproduire des gestes ou à transformer des actions simples, mesurant fluidité, imagination et originalité. Ces outils ont également été utilisés auprès de personnes en situation de handicap, révélant des profils créatifs spécifiques. Chez les enfants dyslexiques, la créativité visuelle est souvent élevée malgré les difficultés verbales. Chez les personnes autistes, la créativité peut être moins fluide, mais souvent plus originale. Chez les enfants sourds, les productions sont plus visuelles, narratives et expressives. Chez les personnes avec handicap moteur, le travail corporel et artistique stimule fortement la créativité motrice. Pour conclure, en psychologie, la créativité n'est pas une norme unique à atteindre, mais une pluralité de formes à reconnaître. Le test montre que le handicap n'est pas un obstacle automatique à l'invention, à l'expression ou à l'imagination. Au contraire, lorsque l'environnement s'adapte, la créativité trouve toujours son chemin.